Juste une remarque liminaire à propos de cette étude d'Harvard, ça me fait beaucoup rire. Donc ils ont passé 75 ans, des millions de dollars sûrement, parce qu'il a fallu des postes, des assistants, etc., pour découvrir que, voilà, on avait besoin de relations. Eh bien, il se trouve qu'il y a 2500 ans, Aristote, dans l'Éthique de Nicomaque, a cette phrase quand même à méditer. Il dit « L'homme heureux a besoin d'amis ». Voilà. Ça lui a coûté moins cher, manifestement, je pense. Donc on ferait bien un peu quand même de faire de la philosophie. Bien, maintenant, j'aimerais réagir un peu à ce qu'a dit, effectivement, avec beaucoup d'humilité et de prudence, Rémi Choquet, mais qui me semble néanmoins quand même très révélateur. Juste pour donner une précision, donc moi je n'ai pas d'avis en fait sur Alzheimer, sur l'usage des données pour Alzheimer. Mon avis spontané, c'est que forcément, ce sera utile pour Alzheimer. Ce serait quand même bien la moindre des choses, hein, que ce déploiement technologique serve in fine à quelque chose. Mais mon point de vue, il est un peu décalé parce que moi, je parle plutôt, si vous voulez, du point de vue d'une théorie critique de la société. Et c'est à ce titre que j'aimerais parler, puisqu'on m'invite à le faire, de ces évolutions numériques dans la médecine, telles qu'elles viennent notamment d'être exposées. Alors, bon, juste encore une fois une deuxième remarque liminaire, si vous voulez, c'est que bon, tout ça me semble quand même aussi extraordinairement symptomatique. Je ne peux pas m'empêcher de faire une lecture. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire une lecture symptomatique de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, on parle vraiment d'accompagnement de personnes seules. Bon, ben, elles sont seules parce qu'on les a laissées seules, parce qu'on est dans une société où les générations ne vivent plus ensemble. Voilà. Tout concourt, jusque dans l'urbanisme, l'architecture, la vie professionnelle, etc., à cloisonner les générations et à laisser les personnes seules. Bon, c'est pas partout comme ça, c'est pas inéluctable, c'est au fond des choix certes inconscients, des choix systémiques, si vous voulez, qui nous sont peu à peu imposés. Mais enfin, c'est quand même la réalité des choses. On a peur que les vieilles personnes tombent. Ben oui, parce qu'il n'y a personne, évidemment, pour les aider. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai vécu en Syrie. Bon, et j'avais été, c'était avant la guerre, naturellement, etc. Et bon, j'avais été absolument, comment dirais-je, intérieurement bouleversé de voir, au fond, la qualité de vie qui était offerte là-bas en termes relationnels, précisément, où non seulement les générations vivaient ensemble, certes, dans des grandes maisons, et donc, voilà, l'architecture, l'urbanisme et tout a sa part là-dedans, mais aussi les familles entre elles, les portes ouvertes, avec des rites. On allait chez personne en 2 et 5 heures parce que c'était la sieste, mais à part ça, les portes étaient ouvertes, le café était toujours etc. Bon, je ne veux pas idéaliser non plus, mais pour dire qu'il y a d'autres modes de vie possibles. Les besoins d'aujourd'hui des vieilles personnes sont des besoins très réels. Évidemment, je ne dis pas le contraire. Donc il y a des besoins, ces besoins de connexion maintenant sont très réels, mais ces besoins réels se greffent, si je puis dire, sur de l'artificiel, plus exactement sur du contextuel. Hein. C'est parce que notre contexte est devenu ce qu'il est, hyper individualiste à tous les niveaux, que, au fond, ces dispositifs deviennent nécessaires et s'imposent avec une certaine évidence. Hein. Mais c'est une évidence générée par la situation contextuelle dans laquelle nous sommes. Bien. Alors, en ce qui concerne maintenant ces habitats connectés bon, qui génèrent tellement de données, je pense que c'est utile quand même, très rapidement, de remettre ça dans un contexte, précisément dans le contexte d'une évolution relativement longue. C'est-à-dire que l'histoire de la production et de l'extraction de données à une histoire maintenant. Les premiers à s'être appropriés les big data, ce sont les astrophysiciens. Dans les années 1990, ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard, je vais naturellement très vite ici, c'est très schématique, mais ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que les biologistes se sont appropriés ces big data, et maintenant, à partir autour des années 2010, eh bien, c'est une autre industrie qui s'est emparée des big data, l'industrie qu'on peut appeler l'industrie comportementale,
Éric Sadin appelle ça la vie algorithmique, l'industrie de la vie algorithmique, où on essaye de, effectivement, capter au plus près le comportement, hein, le comportement des gens. Mais donc il y a toute une évolution là. Hein. C'est tout un système au fond qui peu à peu s'est emparé de ces big data avec dès les années 2005, en arrière-fond, en arrière-plan ou à côté, ou je ne sais pas comment il faut dire, le marketing évidemment, qui s'est emparé de ces données croisées, avec par exemple tous ces algorithmes de recommandation, hein, qu'on connaît tous sur Amazon, etc. On voit les chaussures, ou enfin n'importe quel produit, voilà, ils croisent des données. Hein. Ces données, elles ont été produites par quelque chose, par nous, en l'occurrence. On les met dans le nuage maintenant. Hein. On parle de nuages, mais d'ailleurs c'est une image tout à fait fausse. Hein. Il faut voir ces nuages. Hein. C'est du super matériel. Hein. Ça n'a rien d'immatériel, d'évanescent, d'éthéré. C'est des câbles, etc. Bon, c'est très très impressionnant à voir. Bon, donc ici, on est dans une extension, je dirais, hein, de cette logique de captation des données et donc d'extraction des données jusque dans le plus intime des gens. Alors, je vois bien l'utilité thérapeutique, j'y reviendrai tout de suite, mais disons, il faut quand même mettre ça dans cette progression longue, avec cette constatation qu'au fond, dans tous ces domaines, et je pense principalement au domaine globalement du marketing, de l'usage commercial, mais aussi de ce type de captation de données, je dirais un mode de progression identique. C'est-à-dire qu'au final, ça s'impose en quelque sorte par défaut. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça, donc ça s'impose avec une certaine forme d'évidence, parce que, au fond, à chaque fois, et c'est la stratégie, au fond, de toutes ces entreprises, la stratégie, c'est de capter un public, de cibler un public, de trouver son intérêt, hein, d'épouser en quelque sorte, de se lever dans son désir, dans son intérêt, et de lui offrir un outil qui va faciliter sa tâche. Et nous sommes tous pris dans cette logique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'évidemment, pour un intellectuel, pour un chercheur, etc., avoir accès à l'ensemble des bibliothèques du monde, c'est un progrès absolument gigantesque, c'est un bénéfice véritablement incommensurable. Pour l'automobiliste, avoir le GPS, c'est également un progrès, etc., etc. Et donc, par fragmentation comme ça de la population, par ciblage progressif, on offre à chaque fois un outil qui est effectivement très utile. Donc, je ne le contesterai absolument pas. Je conteste absolument pas l'utilité, évidemment, des technologies. Et juste, je précise d'emblée que je ne suis absolument pas technophobe. Au contraire, je suis un grand admirateur de la technique. Je trouve même qu'on ne célèbre pas assez, au fond, la technique. Quand on voit la somme, c'est une petite parenthèse que je fais, mais quand on voit la somme d'intelligence qui est condensée dans nos téléphones portables, par exemple, je suis absolument admiratif. Je trouve qu'il faudrait faire des musées, beaucoup plus qu'il n'y en a, pour célébrer cette performance de l'intelligence humaine. Bon. Néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'au fond, toutes ces technologies progressent de cette manière, en fragmentant les publics, et chacun y trouvant son compte, au final, un système global s'impose. Bon. Il faut que j'aille plus vite. Je vais donc à l'essentiel. Moi, ce qui me semble extrêmement problématique, si vous voulez, dans ces outils numériques, c'est qu'il me semble pouvoir dire que ces outils numériques, ces outils qu'on utilise, ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Les outils numériques ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Je vous donne un exemple parce que la formulation est évidemment volontairement sibylline. Regardez Facebook. Tout le monde connaît Facebook. Facebook est fait... si vous voulez, pardon, excusez-moi. Facebook, nous l'utilisons tous. C'est comme ça que Facebook s'est imposé, comme un instrument de communication. Retrouver des amis,
qu'on a entre-temps perdus. Si on les a perdus, c'est qu'on n'y tenait pas trop, donc on ne voit pas trop l'intérêt de les retrouver, mais bon, voilà. Oui, parce qu'Aristote disait aussi, autre phrase, « Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été ». Harvard devrait aussi lancer une enquête là-dessus. Je ne travaille pas à Harvard, mais... Donc, nous l'utilisons comme un outil de communication, de transmission des souvenirs, de partage de nos menus japonais, etc., etc. Voilà pourquoi on l'utilise, nous. Mais ce n'est pas pour ça que c'est fait. En tout cas, c'est plus pour ça que c'est fait. C'est fait pour générer des données, c'est fait pour générer, pour extraire, pour nous siphonner un nombre absolument ahurissant de données. Voilà. Donc, ce n'est pas fait, donc Facebook n'est pas fait pour l'usage qu'on en fait. Voilà. Donc, il y a un usage qu'on en fait qui est, au fond, le niveau, je dirais, de l'outil, hein, de l'utilité de l'application de la technologie. Et là, on sait qu'ils sont très, très intelligents, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils ciblent les populations pour trouver ce qui, à chacun, pourrait être utile. Donc ça, c'est le niveau de l'outil. Donc, du point de vue, si vous voulez, du jeu qui utilise, du point de vue de la première personne, qui est l'utilisateur, que nous sommes tous, de ces outils, eh bien, nous y voyons notre utilité. Mais maintenant, si on change de point de vue, si on prend le point de vue du « il », je dirais, c'est-à-dire le point de vue du système, eh bien là, on voit que l'image est tout à fait différente. Du point de vue du système, il s'agit d'extraire des données qui sont utilisées à leur usage, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un usage qui nous échappe complètement. Qui nous échappe à tel point que ça échappe à tout le monde. Parce que le nombre de données qui est généré n'est pas maîtrisable par l'esprit humain. Et donc les informations que nous mettons sur les réseaux, si vous voulez, sont des informations qu'aucun esprit humain ne peut contrôler. Et donc c'est la raison pour laquelle la gestion de ces big data est automatisée. Ce sont des algorithmes qui gèrent l'ensemble de ces données. Si vous songez qu'il y a 1 demi-milliard de photos par jour qui circulent sur Facebook, vous voyez bien qu'il n'y a que des algorithmes automatiques, donc, qui peuvent gérer, contrôler, regarder, vérifier, etc., ce genre d'images. Et cette extraction de données s'étend de plus en plus, on le fait volontiers, on ne se rend pas compte, au fond, à quel point on a l'impression que tout ça est tout à fait innocent quand on doit mettre notre nom, notre numéro de téléphone, notre adresse mail, on a l'impression qu'au fond c'est un geste tout à fait banal, ça ne l'est absolument pas, parce que la moindre des informations est extrêmement précieuse pour ces gens. C'est la raison pour laquelle, au fond, ce modèle s'étend, étend son emprise sur le modèle du donnant-donnant. On nous donne des applications qui sont en général gratuites, pour peu qu'on y mette ce qui est extrêmement précieux pour eux, comme vous le savez, pour peu qu'on y mette nos données. Hein, données qui sont utilisées, qui sont destinées à un usage indéterminé, si je puis dire. Nous ne savons pas nous-mêmes ce que font ces données, et eux-mêmes ne le savent pas encore. Ils créent des algorithmes sans cesse pour croiser un maximum de données qui nous échappent donc complètement. Donc vous voyez, ceci pour dire que quand Rémi Choquet disait au fond le sens de ces technologies, au fond dépend de l'usage qu'on en fait. Ça, c'est une thèse très connue dans la philosophie de la technique, c'est la fameuse thèse de la neutralité de la technique. C'est-à-dire la technique en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. Voilà, l'énergie atomique, on peut l'utiliser soit pour faire une bombe, soit pour produire de l'énergie. Donc voilà, la technique est en elle-même neutre. Je conteste absolument cette thèse. Plus exactement, je la trouve extraordinairement partielle. C'est-à-dire que c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est vrai au niveau de l'outil. C'est vrai de notre perspective d'acteur, du point de vue du jeu. Oui, du point de vue du jeu, le couteau de cuisine, je peux l'utiliser pour découper mon beefsteak ou découper mon voisin, si vous voulez. Donc effectivement, au niveau de l'outil, de ce point de vue-là, c'est neutre. Mais cette vision est extrêmement partielle, parce qu'en réalité, vous voyez, avec l'outil, c'est tout le système qui vient avec. Et par conséquent, le moindre de nos outils contient, au fond, tout un projet de société. Au fond, je prends un exemple banal, les robots aspirateurs.
que nous connaissons maintenant. Au fond, il y a là un projet, au fond, de société. Évidemment, il nous libère d'une corvée, mais ce n'est pas neutre, ce n'est pas un outil neutre pour autant, parce qu'il veut nous alléger de nos corvées. Et si maintenant on imaginait une technologie qui permettait de nous alléger de toutes nos corvées, hein, pas seulement passer l'aspirateur, mais toutes nos corvées, hein, eh bien, vous voyez qu'on créerait un type d'humain très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un type d'humain complètement déconnecté au fond de son rapport au monde, du rapport à la réalité. Les corvées sont certes des corvées, mais c'est aussi quelque chose qui nous relie au monde. Passer la poussière, devoir couper ses ongles, ses cheveux, se laver tous les jours, etc. Tout ça, ce sont des corvées, mais qui, d'une certaine manière, nous connectent au monde. Vous voyez, donc si on supprimait toutes ces corvées, on créerait une espèce d'humain hors sol, comme des tomates. Bon, donc il y a un projet anthropologique dans chacune des technologies, donc il est tout à fait faux, illusoire, trompeur, je dirais même, de parler de la neutralité de la technique. Et ce que je veux dire encore, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste, mais vous voyez, je suis très frappé dans ce qu'a dit Rémi Choquet. Il a dit en passant comme ça, je pense que au fond, les oreilles inattentives ne l'ont pas perçu. Il a dit, au fond, de quoi est-ce qu'il s'agit dans cet habitat connecté? Il s'agit de mettre une box. Et vous avez ajouté une box, comment vous avez dit ça, toute simple. Une box toute simple, déjà connue. Bon. La numérisation de la société, la technologisation générale de la société fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on nous fait, le discours qui accompagne les GAFA est toujours comme ça. C'est du déjà connu en mieux. On nous a fait le coup, par exemple, je prends un exemple que, en l'occurrence, j'ai bien étudié, l'exemple du clonage. On nous a fait, le grand argument des défenseurs du clonage reproductif humain, les utilitaristes, enfin toute une bande de philosophes qui défendaient ça mordicus, disaient, mais au fond, ce n'est qu'un moyen de reproduction comme un autre. Donc, stratégie par banalisation. Donc, on a déjà les reproductions artificielles qu'on connaît, le clonage, c'en est qu'une de plus. Déjà à l'époque, j'avais été stupéfait par cet argument. Comment peut-on dire une chose pareille? Il se trouve que si le clonage reproductif humain existait, deux personnes qui s'aiment diraient viens chérie, non, il dirait plus viens chérie, ayons un enfant, mais il dirait viens chérie, ayons tel enfant. Si ça, c'est pas un changement anthropologique majeur, alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un changement anthropologique. Donc, en réalité, le clonage reproductif est la première méthode de reproduction qui supprime l'aléatoire, hein, qui supprime l'aléatoire génétique. Bon, parenthèse fermée, mais pour dire que c'est la stratégie par banalisation. Donc, c'est une box comme une autre. Ben oui, c'est une box comme une autre, mais c'est une box comme une autre qui épie chacun de nos gestes. Il s'agit de détecter effectivement, si on reste trop longtemps dans une pièce, si la fenêtre est ouverte, si je ne sais pas quoi, quels sont les comportements pertinents qu'on pourra épier. Et en plus, j'ajoute, encore une fois, que du point de vue de l'utilité, c'est-à-dire du point de vue de l'outil, du point de vue du jeu des acteurs, je suis sûr que ça pourrait amener une évolution positive. Et donc que c'est quelque chose d'utile précisément. C'est encore à démontrer. Bon, peut-être qu'en l'occurrence, ça ne le sera pas, mais d'une manière générale, je suis persuadé que ces technologies, au fond, apportent toujours un certain progrès, un certain mieux, qualitatif également, pas seulement quantitatif en termes de générer des données, mais qualitatif aussi pour les personnes. Sauf que, à partir d'un certain seuil, on bascule dans quelque chose où on est au fond finalement totalement dépossédé de nos données, on est contrôlé, on est incité, etc. En plus, il y a des business models autour de ces appareils. Je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai combien de temps encore? Je peux encore dire... Quelques minutes. Bon, il y a une chose qui très récemment m'a vraiment dessillé le regard, si vous voulez, c'est que j'ai eu affaire à des gens dont la tâche, une entreprise, dont la tâche est de commercialiser le petit robot Pépère.
D'accord? Vous voyez le petit robot, c'est un petit robot humanoïde qui est un robot d'accompagnement que les gens achèteront un peu comme un compagnon. C'est ce qu'on appelle un robot compagnon qui sera capable de jouer avec les enfants, d'aller promener votre chien, de vous apporter un verre de whisky ou un verre de lait, etc. Bon, ce sont les Japonais qui ont fabriqué cet appareil, extrêmement évidemment impressionnant, etc. Bon. Dans l'entreprise avec laquelle j'ai eu tout à fait par hasard affaire, dans un colloque d'ailleurs, le but de l'entreprise, c'était de commercialiser ce robot. Mais leur problème, c'était pas tellement de savoir comment vendre le robot, ça c'était secondaire. Leur problème, c'était d'ajouter une couche informatique à ce robot, une couche de logiciel à ce robot, pour que ce robot, en réalité, détecte le comportement des différents membres de la famille et envoie de la publicité ciblée à chacun des membres. Par exemple, s'ils apprenaient que le mercredi après-midi, la grand-mère venait surveiller les enfants, garder les enfants, alors on s'intéressait, le robot enregistrait les comportements de la grand-maman et lui ciblait. C'était ça leur problème. Et donc, c'était vraiment... Donc, c'est une start-up qui est née pour ça, qui est faite pour ça, pour mettre cette couche de logiciel dans le robot. L'aspect redoutable de la chose, c'est qu'ils vont faire... Ils m'ont expliqué ça en toute naïveté. Ils ne savaient pas l'usage que j'allais en faire, bien sûr. Mais donc, ils allaient proposer des business models où, en réalité, vous pourriez avoir certaines fonctionnalités de ce robot Pépère, par exemple, je sais pas, d'aller promener votre chien, que si vous téléchargiez l'application qui, en fait, était une application espion, quoi, pour le dire comme ça. Donc, il y a des business models qui existent. Donc, vous avez accès à tout le confort, etc., à la seule condition que vous acceptiez, etc. Et c'est comme ça que le système, évidemment, va se répandre. Hein, des fonctionnalités très... Aller faire promener son chien, c'est sans doute très très pratique. Plein de gens vont acheter l'application qui va le permettre et qui, en même temps, est Voilà comment avance le système, vous voyez. Donc, ça me semblait vraiment une métaphore extraordinaire de la manière dont avance le système. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais... On va les laisser pour la discussion. Merci pour vos deux passionnantes interventions.